Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Famille et voyage, le podcast, ce sont des conversations autour des carnets de voyage de mes invités et aussi des reportages à la rencontre de personnes passionnées qui proposent des séjours ou des activités à faire avec nos enfants. Ici, on parle destination, coup de cœur, budget et tout ce qu'on peut faire en famille. Parce que c'est quand même trop cool de partir en rando avec ses enfants qui demandent toutes les 5 minutes « Maman, quand est-ce qu'on rentre ?» Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires et vos chouettes notes 5 étoiles. Ça me fait tellement plaisir. Encore plus que quand mes nados et prénados rentrent de l'école avec de bonnes notes, vous imaginez. Et je sais que vous entendez ça tout le temps, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast. Alors merci et n'hésitez pas à partager cette bonne dose de voyage autour de vous. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Mélissa, son mari et leurs enfants, Méliane et Mio, ont quitté la France en février 2019 pour le Népal, point de départ de leur tour du monde. De là, ils ont visité pas moins de 20 pays au fur et à mesure de leurs envies. Ils vont passer par la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Argentine, le Belize, mais aussi la Polynésie et le royaume de Tonga. Vous savez pas où c'est ? Mais si, c'est un état du coin comportant plus de 170 îles. Bon, je fais ma maline, mais je ne savais pas du tout où c'était. Un voyage de dingue de 13 mois qui est devenu carrément magique un soir de décembre au Mexique avec la naissance de Maori, le bébé surprise de Mélissa. En termes de souvenirs, c'est bien plus original qu'un sombrero, non ? Allez, c'est parti pour un tour du monde en famille, pas comme les autres. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mélissa. Bonjour Stéphanie. Merci infiniment d'avoir accepté d'ouvrir ce carnet de voyage un peu particulier, on va dire. C'est un plaisir d'en parler. Merci à toi de m'avoir invitée. Ma première question, elle est par rapport aux réseaux sociaux, puisque c'est là que je t'ai découverte, que je vous ai découvert. Pourquoi Luna Strella ? En fait, quand j'étais petite, depuis que je suis petite, je disais que quand j'aurais une fille, je l'appellerais Luna. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux, parce que j'étais dans l'enseignement, je voulais pas que les enfants me retrouvent, j'avais mis en pseudo Luna Estrella, en fait, qui veut dire lune et étoile en espagnol. Et j'ai jamais réussi à le changer, en fait, depuis. C'est toujours resté. Mais j'ai pas eu de fille, malheureusement. J'ai eu des garçons. Donc, Luna restera mon profil virtuel Instagram. Ah, ok. Je connaissais pas du tout l'histoire, tu vois. Donc, Moi, c'est vrai que j'en ai jamais parlé. C'est très joli, en tout cas. Avant de partir, est-ce que tu peux nous dire quelle voyageuse tu étais avant la naissance de tes fils ? Alors, j'étais une voyageuse très baroudeuse, très roots, on va dire voyager sans prévoir, voyager sans savoir où j'allais dormir, voyager au gré de mes envies, dormir là où on peut dormir, que ce soit dans un bus, dans le moins cher ou dans le plus économe ou le plus simple possible, on va dire. Voilà, j'aimais bien surtout dormir chez les gens ou quand j'étais invitée, voilà, les choses comme ça. Ou sinon, c'était beaucoup auberge de jeunesse, dortoir, tout ce qui coûte le moins cher quand on voyage seul, on va dire. Et est-ce que ça a changé avec la naissance des enfants ? Alors, au début, non. Avec notre premier, on a continué à voyager comme ça, auberge, guest house, les choses les moins chères, le plus simple. Après, avec mon deuxième, il dormait pas la nuit et il pleurait. Donc, c'est vrai qu'on a voulu monter en confort pour nous. C'est-à-dire que déjà qu'on dort pas très bien, si en plus on dort pas dans des conditions super. Et surtout pour les gens, en fait, parce que ça nous gênait de réveiller les gens autour de nous. Parce qu'il pleurait beaucoup la nuit. Donc, je me rappelle une fois aux Philippines, il a réveillé toute l'auberge de jeunesse pendant 1 heure. Donc, à 3-4 heures du matin, les gens, ils ont tendance à te maudire. Mais non, on essaye quand même de rester dans des logements... Voilà, le plus simple. Après, on alterne. On va dire qu'on fait des logements très basiques et de temps en temps, pour leur faire plaisir, on va prendre une piscine ou un truc un peu plus cool pour se reposer, quoi. Bon, rassure-moi, il dort maintenant. Eh ben non, il pleure moins, mais il se réveille toujours. Ouais. Malheureusement, cette nuit, on était sur 4 réveils, tu vois. Donc, ah ouais. Non, je sais pas, c'est pas gagné avec lui. À quel moment est venue cette idée de faire le tour du monde ? Alors moi, j'ai vécu en Argentine quand j'étais plus jeune. Après avoir fait mes études, je suis partie m'installer là-bas et j'ai voyagé pendant 1 an et demi toute seule avec mon sac à dos en Amérique du Sud. J'avais une vingtaine d'années. Et en fait, j'ai rencontré une famille de Français avec leurs enfants et qui faisaient le tour du monde. Et j'ai dit, mais
mais c'est ça que je veux faire plus tard, en fait. C'était dans ma tête, je me suis dit, mais c'est sûr, quand j'ai mes enfants, je referai la même chose que je suis en train de faire maintenant, quoi. Je veux voyager avec eux, je veux leur faire découvrir le monde, ce que je vis maintenant, je veux le faire vivre à mes enfants. Donc, c'était déjà ancré en moi, quoi. Et puis, j'ai rencontré Seb, on s'est rencontrés à Dubaï. On a tout de suite voyagé ensemble et je lui ai tout de suite dit que quand j'aurais des enfants, je voulais faire le tour du monde avec eux, quoi. Bon, comme ça, c'était clair. Ouais, ça a été moins évident parce que c'est quand même sortir de sa zone de confort et ça a été compliqué pour lui. Mais il a fallu le pousser un peu et un jour, je lui ai dit, mais c'est bon, on arrête de redire demain, on y va, quoi. Et on est parti. Et là, les enfants avaient quel âge? Mélian avait 3 ans et demi et Mio avait 19 mois. Eh oui, ils étaient vraiment petits. C'est ça. Et entre le moment où tu as dit, bon, maintenant, on arrête de tergiverser, et le moment où vous êtes partis, c'est passé combien de temps? 6 mois. Oui, ça a été rapide. Ouais. Le temps de faire les demandes au niveau du travail et de s'organiser un petit peu plus, 8 mois, on va dire. Comment vous avez construit votre itinéraire? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Alors, en fait, au début, on s'est dit, on fait chacun la liste des pays qu'on a envie de faire. Voilà, des choses qu'on s'est dit, on rêve de voir, etc. Et ensuite, on met en commun et on voit ce qu'on peut faire. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'était trop compliqué de vouloir monter l'itinéraire parfait, de vouloir faire tous les pays à la bonne saison, au bon moment. Donc, au début, on s'était dit, bon, on garde les pays qui nous plaisent et on verra. Et le jour où on allait prendre les billets d'avion, donc on avait dit qu'on commençait par l'Asie, le Myanmar. Et le jour où on allait réserver, je lui dis, en fait, non, je vais aller au Népal. Et il me dit, non, mais le Népal, des enfants, qu'est-ce qu'on va faire au Népal? C'est la montagne, l'altitude. Je lui dis, non, en fait, je vais aller au Népal. J'ai toujours voulu aller au Népal, on va au Népal. Et j'ai pris des billets pour le Népal. Et en fait, on s'est arrêté là. J'ai pris nos premiers billets d'avion, j'ai pris le Paris-Katmandou. Et j'ai dit, on réserve plus rien et on se laisse porter par le voyage. Donc, nos préparatifs se sont arrêtés à Paris-Katmandou. Mais ça paraît complètement fou de partir sans réserver quelques-uns des billets ou avoir quand même une vague idée dans les pays. En fait, je me suis dit que quand on voyageait, à chaque fois qu'on part en vacances, 2 semaines, 3 semaines, on est toujours un peu frustré de partir ou de devoir rentrer ou de ne pas avoir fait quelque chose. Et je me suis dit, là, on a 13 mois devant nous. J'ai le luxe de ne pas avoir cette frustration. J'ai envie d'arriver dans un pays et si je suis bien, de dire j'y reste, et si je suis pas bien, de partir. Et si je rencontre quelqu'un qui me dit mais va là-bas, c'est chouette, de dire ah bah ouais, allons-y, et pas dire ah bah non, j'ai un billet à prendre pour tel endroit ou j'ai ça de réservé. J'avais envie de cette liberté totale, en fait. Et donc du coup, ça aussi, ça a fait un peu peur au début, mais finalement, c'était génial parce que du coup, on avait vraiment le luxe de faire ce qu'on voulait quand on voulait et de partir ou de rester quand on veut. Moi, quand je t'entends parler, je me dis, mais au niveau des billets d'avion, ça a dû être beaucoup plus cher de les prendre à la dernière minute. Comment ça s'est passé? Donc effectivement, ce choix nous a fait payer nos billets d'avion et nos transports plus chers. Par exemple aussi le camping-car en Nouvelle-Zélande qu'on a réservé le jour même où on est arrivé, alors qu'avec de l'anticipation, on a des prix. Mais c'était le choix de la liberté avant le choix financier qui a primé, on va dire. Vous avez fait des compromis, en fait, pour que tout ça finisse par rentrer dans le budget initial. Tout à fait, oui. Les garçons étaient encore petits, mais est-ce que tu leur as annoncé que vous alliez partir en tour du monde, au moins à Mélian, peut-être? Oui, alors Mélian a construit son itinéraire avec nous. Il avait très envie de participer quand on lui a dit qu'on allait faire le tour du monde. Il avait un puzzle magnétique Janod du planisphère de la Terre qui était tout le temps sur notre table à manger, en fait. Et à chaque repas, il disait des pays qu'il voulait voir. Donc il avait choisi 4 pays, qui étaient la Chine, pour la muraille de Chine, New York. Il voulait aller en Afrique du Sud pour voir les éléphants. Et il voulait absolument aller en Australie pour voir les koalas et les kangourous. À 3 ans, il savait exprimer tout ça? Oui. Waouh! Oui. En fait, on a toujours beaucoup voyagé. On a toujours voyagé même avec lui petit. Et c'est vrai qu'on a toujours beaucoup parlé du monde. Et sur ce petit puzzle magnétique, il y a les pays et il y a les symboles qui sont dessinés sur les pays. Donc, sur la Chine, il y a la muraille et les pandas, par exemple. D'accord. Sur l'Australie, il y a les koalas, etc. Donc, c'est des choses qu'il avait bien repérées. Et New York, c'était une passion pour les buildings, les gratte-ciels qu'il voulait voir. À 3 ans, donc. Oui, à 3 ans. Ok, d'accord. Normal. Tout est normal. Est-ce que tu as préparé, non pas l'école, il était un peu petit encore, et encore plus pour son petit frère, mais une certaine sorte d'apprentissage que vous alliez suivre tout le long du voyage?
Oui, alors on avait pris de quoi faire des petites activités, surtout pour le graphisme, pour tout ce qui est compter les lettres, etc. Donc on avait c'est des pochettes plastiques effaçables où on pouvait imprimer des choses dans les papeteries. On sortait des nouvelles feuilles et puis on faisait des nouveaux exercices ou des nouvelles petites trames. Et après, on essayait d'apprendre sur chaque pays, on va dire. Ce que c'était que la culture, ce que c'était qu'une langue, ce que c'était la différence par exemple entre un royaume ou un président ou un roi. Enfin, s'inspirait beaucoup de ce qu'on faisait. Vous voyez, si on a visité des montagnes, comment ça s'est formé une montagne, qu'est-ce que c'est qu'une montagne, qu'est-ce que c'est que le flanc, l'amont, enfin tous ces genres de choses. On essayait de travailler sur le support qu'on avait, quoi. Comment ça s'est passé pour le boulot? Vous vous êtes mis en disponibilité, vous avez mis une pause? Ouais, moi j'ai quitté mon travail. Définitivement. Parce que de toute façon, j'étais en congé parental et que le congé parental m'avait fait prendre conscience que j'avais pas envie de reprendre le travail. Et lui, comme il était prof, enfin il est prof, il a la possibilité de faire dans l'éducation nationale, ils appellent ça un mi-temps annualisé. Donc en fait, pendant 2 ans, les 6 premiers mois de l'année, donc de septembre à janvier, il a travaillé en France. Il a été payé à mi-temps alors qu'il travaillait à temps plein. Pendant les 6 mois suivants, donc de janvier à septembre, on voyageait. Il a été payé toujours à mi-temps alors qu'il ne travaillait pas. On a refait la même chose en inversé, c'est-à-dire que de septembre jusqu'à janvier, enfin jusqu'à février, du coup jusqu'aux vacances de février, il n'a pas travaillé en étant tour du monde, mais il était payé à mi-temps. Et quand il est rentré, il travaillait à temps plein en étant toujours payé à mi-temps. Bah, c'est bien, c'est pratique. Comme vous n'aviez pas défini complètement votre itinéraire, voire pas du tout, comment tu as préparé les valises? Ah, ça, c'est le gros casse-tête, je crois, de tout voyage déjà quand on part en vacances. Mais c'est vrai que le tour du monde, moi, ça m'a beaucoup stressée de me dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas, et si on a trop, et si on n'a pas assez. Et en fait, on voulait que 2 sacs, parce qu'après, c'est trop, faut les porter et tout ça. En fait, on a fait une valise été, enfin, genre vêtements d'été et pharmacie, chaussures, ce qui pèse un peu lourd. Et une autre valise où il y avait tout l'hiver, parce qu'on savait qu'on allait faire la Nouvelle-Zélande en hiver, enfin certainement en hiver, et surtout la Patagonie où il risquait de faire froid. Donc on avait prévu ça prend de la place. Après, on s'est dit aussi que si besoin, on achèterait, ou si besoin, on se viderait, quoi. Et au final, vous avez acheté beaucoup sur place ou c'était largement suffisant? J'ai acheté parce qu'il y a eu l'imprévu, quelques vêtements, et après on a dû, peut-être acheter un maillot parce qu'ils ont mal vécu, le voyage pendant 1 an et des petits trucs, mais non, on n'a pas eu besoin de beaucoup acheter finalement. On met toujours trop dans les valises. C'est ça, finalement, on apprend à voyager léger, quoi. Bah, surtout là. Bon allez, on a préparé les valises, donc maintenant on peut partir en tour du monde. Donc vous êtes parti, si je ne m'abuse, le 4 février 2019. Tout à fait. Comment ça s'est passé, ce départ? Alors ça devient fou en fait, parce que on en rêve, enfin voilà, on se projette, on y pense, et puis ça arrive d'un coup. Et là, on stresse, on se dit waouh, ça y est quoi, on y va, comment ça va se passer? Est-ce qu'on a eu raison? On se pose un millier de questions. Et ouais, on est monté dans l'avion complètement mitigé entre l'excitation et le stress, quoi. C'était un peu l'aventure, mais enfin, c'était ouais, très étrange. Et puis finalement, notre vol aller s'est pas super bien passé. On faisait Paris, Dubaï, Dubaï, Katmandou. Et on ne sait pas pourquoi, on est arrivé à Dubaï, ils nous ont pas laissé embarquer dans notre avion pour Katmandou. On est resté coincé à Dubaï pendant 15 heures. Ils nous ont fait prendre un avion en plein milieu de la nuit à 1 heure du matin pour aller jusqu'à New Delhi. On a eu une escale de 2 heures à New Delhi. Après, on est reparti sur Katmandou. Enfin, on a fait un voyage atroce. On est arrivé, on a dormi 15 heures consécutives tous. On vous a pas donné d'explication? En gros, on a atterri à 8h30 du matin à Dubaï. L'avion décollait à 10 heures. Pour eux, ça ne suffisait pas pour acheminer les valises, donc ils ne voulaient pas nous laisser embarquer, quoi. Alors que c'est la connexion classique. Enfin, je veux dire, ils le vendent, le billet. Ça Ça a bien commençait bien? commencé. Ouais, ça nous a grave mis dans l'ambiance. On était super ravis. Non, et puis c'est le seul problème qu'on a eu finalement du tour du monde. Après, on était très, très heureux d'arriver, et c'était un très gros coup de cœur, le Népal. Justement, raconte-nous. Est-ce que tu as une anecdote, une petite histoire? Comme il y a beaucoup de pays et que j'aimerais qu'on parle de chacun des pays, l'idée, c'est d'essayer de garder un souvenir à chaque fois. Alors, je sais que ça va être compliqué, mais fais-nous rêver. Le Népal, alors la première chose qui nous a marqué, c'est la gentillesse des Népalais. C'est vrai qu'on a beaucoup voyagé, qu'on a eu beaucoup de pays où les gens sont adorables, mais eux, ils sont encore au-dessus, quoi. Il y a un accueil et un service, par exemple, dans un hôtel. Je pense qu'on paye nos nuits d'hôtel entre 15 et 20 euros.
Et la dame, elle nous attend le soir avec une bouillotte qu'elle nous place dans notre lit pour qu'on ait bien chaud dans notre lit. Elle avait été trouver des petits jouets dans les quartiers pour mettre une petite couverture pour mieux. Donc, il y avait encore 19 mois au sol avec des jouets d'éveil pour qu'ils puissent jouer. Enfin, ils se démènent, en fait, pour nous, alors qu'ils ont encore moins de choses que nous, mais pour qu'on se sente très, très bien, quoi. Trop mignon. Ouais, ça, c'est vraiment, nous, ce qu'on retient du Népal, c'est cette chaleur et cet accueil. Et je pense que l'anecdote qu'on nous a le plus marqué dans le Népal, par contre, c'est la première randonnée qu'on a fait du voyage, en fait. On est parti donc avec nos enfants, on a décidé de pas prendre de guide et de faire une rando. Et c'est une rando sur 2 jours où on dormait dans un refuge. Enfin, on avait trouvé un refuge sur place parce qu'on avait réservé rien prévu. Et on nous a dit, le taxi qui nous déposait au point de départ de la rando nous dit: «Ah, vous savez, demain, ils annoncent une grosse pluie». Et en fait, le premier jour de rando, c'est que 5 heures de marche et le deuxième jour, c'est 8 heures de marche. On s'est dit: «Bon, bah, écoute, dépose-nous à la fin, on va le faire à l'envers parce que là, il fait beau, comme ça, on marche beaucoup aujourd'hui. Demain, s'il pleut, voilà». Mmh. Et en fait, c'est à pas faire parce que la rando, la fin, c'est que de la descente. Mais donc, nous, on a commencé par Oh! que de la montée en escalier. Ce sont des escaliers creusés dans la roche qui n'ont pas du tout la même taille avec les 2 enfants donc Oh là qui là! n'avaient jamais marché. Il faisait chaud, il faisait super beau. Mon fils, je pense qu'il nous a dit: «Plus jamais je vais en montagne, plus jamais». Et non, ça a été super dur. Super, super dur. Mais par contre, on est arrivés, on était super contents. On était en pleine montagne, on voyait rien. Donc c'était pour un point de vue sur l'Annapurna. Ouais. Et on voyait rien. On était dans la brume, donc il faisait sourd de nuit. Et on s'est couché. Et en fait, à 4 heures du matin, on entend du bruit dehors et tout. Moi, je vais pour râler. Et en fait, je me retourne et là, je vois toute la chaîne dégagée, Waouh! magnifique. Et je réveille les enfants. Démon, faut venir voir ça. Avec nos bonnets, nos cagoules. Et non, spectacle incroyable, quoi. Et en fait, après, les enfants, ils ont joué avec les enfants du propriétaire de la guest house. Et il y avait des petits chiens et des petits chats. Et après, c'était: «Ah, maman, on repart quand en montagne? C'était trop bien». Bah, tu vois? Ouais, mais le début, c'était super dur. Ah, Franchement, j'ose c'était un même peu pas dur. imaginer. Non, surtout pour une première fois marcher avec des enfants, on l'avait jamais fait. Après, dans le voyage, on en a fait plein, des randos bien durs. Mais la toute première, quoi, ça nous a bien marqué. C'était marrant. Oui, sur le moment, peut-être pas trop. Non, bah oui, après, on en rit bien après. Sur le coup, non, c'était pas Vous êtes resté combien de temps au Népal? 3 semaines. Et donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Bon allez, maintenant on va ailleurs»? Parce que justement, on n'était pas forcément dans la bonne période, donc il y a beaucoup de randonnées qui étaient pas accessibles, enneigées ou très difficiles avec des enfants, donc on était quand même limité par l'altitude avec les petits loups. Donc du coup, on s'est dit, voilà, c'est un pays qu'on refera au bon moment et qu'on refera bien préparé. Et on est parti sur le Myanmar. Ouais, c'est pas un pays qu'on voit souvent dans les tours du monde. C'est un pays que je rêvais de faire parce que j'avais beaucoup entendu parler de Bagan. Après, comme j'ai déjà dit, nous on avait beaucoup voyagé et l'Asie étant un des pays, les destinations les moins chères depuis l'Europe, on avait quand même beaucoup fait l'Asie. Donc il ne restait pas beaucoup de pays en Asie qu'on n'avait pas déjà fait. OK. Il restait le Myanmar et après c'était tout ce qui était Corée, Japon, etc. Donc ils sont des pays chers. Comme on savait qu'on voulait faire l'Océanie, on s'est dit qu'on allait commencer par des pays petit budget pour équilibrer un peu le budget du tour du monde. Alors qu'est-ce que vous avez fait au Myanmar? Donc on a fait quand même 30 jours, on a beaucoup, beaucoup aimé. On a pratiquement fait tout le pays, on va dire, tous les points les plus importants à faire. Donc ça, c'est un pays où on a eu la sensation d'en avoir bien profité. Effectivement, ce qui, moi, nous a le plus marqué, c'est Bagan. Ce sont des temples qu'on sillonne en scooter, qui sont donc électriques pour pas polluer. Et en fait, on a cette sensation de se perdre un peu parce qu'il y a plein de petits temples partout et des fois, on est complètement seul à des kilomètres à la ronde. On a l'impression d'être celui qui découvre le temple, en fait. Waouh! Et crapahuter, découvrir, et cetera. Puis c'est connu pour avoir les plus beaux levers et couchers de soleil aussi avec cette plaine de temples. Donc ça, c'était super chouette. Et d'ailleurs, on a tellement aimé qu'on avait prévu de faire 2 jours et on y est resté 7. Comment tu déterminais au jour le jour ce que vous alliez faire ou voir? Souvent, on va soit demander directement à l'accueil de l'hôtel, guest house où on est, Ouais. soit on va parler avec les habitants. Par exemple, je pense, dans d'autres pays qu'on a fait, on va leur dire, «Quand vous avez chaud, vous allez vous baigner où?» Et puis ils vont me dire: «Ah bah, tous les week-ends en famille, on va sur telle rivière ou on va sur tel lac, on va sur tel truc». Et ça, c'est pas forcément dans les guides, ou dans les sites en ligne. Et du coup, ça amène un autre type, de découverte et de rencontres aussi parce que finalement, des fois, on passe nos week-ends avec, tous les locaux qui sont venus avec leur barbecue et leur sono, manger, et c'est une autre ambiance, quoi. Le classique, on va dire, sur les blogs et après, beaucoup en parlant avec les gens sur place, c'est comme ça finalement. Ou en échangeant avec d'autres voyageurs aussi. Des voyageurs, surtout pour, tout ce qui est, où manger par exemple.
On va arriver, on va dire: «Ah, vous êtes là depuis combien de temps et vous avez mangé où? Ah, ça c'était bon, vas-y» et puis voilà, on se retrouve à aimer un resto et pareil, on croise quelqu'un, on leur dit: «Allez manger là-bas» et ça fait des recommandations entre voyageurs. Donc après, vous êtes allés où? Donc après le Myanmar, on est allé au Laos. Alors le Laos, c'est un des pays qui, on va dire, ne nous a pas, chamboulés. Pourquoi? Alors déjà, en fait, c'est, un pays que Seb avait déjà fait il y a, 8 ans. Quand on s'est connus, en fait, il est parti, en Asie et moi je l'ai rejoint juste après le Laos, en fait, je l'ai rejoint en Cambodge. Donc il l'avait déjà fait, il avait très envie de me le faire découvrir parce qu'il avait adoré, c'était son premier grand voyage. Donc on est arrivé, il faisait très chaud, donc ça n'a pas forcément aidé parce que, du coup, ça aide pas à visiter, à sortir quand il fait, plus de 40 degrés dehors, c'est très dur. Et ensuite, c'est un pays qui est en train d'être, ravagé par les Chinois dans le sens où ils sont en train de construire une ligne qui part de Chine pour rejoindre la Thaïlande, une ligne de chemin de fer. Et en fait, c'est en train de dénaturer un peu le pays, quoi. Après, les paysages sont très jolis, mais c'est vrai que peut-être que j'avais une autre attente ou peut-être que c'était redondant avec ce qu'on avait déjà vu. Voilà, j'ai pas eu de coup de cœur pour ce pays et d'ailleurs, on a décidé de partir plus tôt. Donc voilà. Vous êtes restés combien de temps? On est resté un peu moins de 3 semaines, je crois. Ah 3 oui. semaines. Après, il y avait aussi un contexte, enfin, ça joue beaucoup aussi l'émotionnel et le contexte dans lequel on est. Et le contexte fait que c'est dans ce pays-là qu'on a découvert que j'étais enceinte. La petite surprise du voyage, et ça nous a beaucoup assommés en fait. Et comment ça s'est passé du coup? Comment tu as découvert et j'imagine que vous êtes posé, enfin je le sais, j'imagine pas, je sais que vous êtes posé la question de rentrer ou continuer. J'ai soupçonné la chose et j'ai voulu faire une prise de sang directement parce que je voulais pas faire et test et prise de sang, je voulais être fixée. Mmh. Mais on a fait, toutes les hôpitaux du Laos, ils font pas de prise de sang pour les grossesses et tests urinaires ou rien, je sais. Donc on a fait le test et avec les enfants d'ailleurs, et effectivement, il est devenu positif. En fait, la première question qu'on s'est posée, c'est: «Est-ce qu'on le garde, quoi?» On est en train de vivre le rêve de notre vie, le projet, voilà, phare tant espéré et là, on parle d'une grossesse, on parle de donc finir, le tour du monde plus tôt, devoir rentrer, enfin, c'était. Et en fait, j'ai eu une réaction, on a eu une réaction hyper égoïste en se disant: «Non, enfin, j'ai pas envie de gâcher mon voyage, quoi. C'est mon rêve, j'ai pas envie de le gâcher». Enfin, c'est vraiment ça. Après maintenant, aujourd'hui, c'est dur de dire ça parce que voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais sur le coup, ça nous a, beaucoup contrariés. C'était pas une bonne nouvelle, quoi. Donc c'est vrai que ça a aussi joué sur, le pays, on va dire, sur l'ambiance et Bah, il y a un parce qu'on contexte, était oui. dans voilà, c'est ça, on est dans un contexte où on est, pensif, pas forcément disponible. Puis moi, j'étais dans mes premiers mois de grossesse, j'étais très fatiguée, allaitement, pas de réveil la nuit et cetera. Donc voilà, chaleur, fatigue, grossesse, ça a pas aidé à profiter du Laos. Donc vous êtes partis? On est partis, ouais, et on est partis en Chine. C'était un pays qu'on ne voulait pas faire parce qu'on était plein d'a priori sur la Chine, comme Comme peut tout le monde, l'être, je pense. voilà, tout le monde, voilà. Et parce que les visas coûtaient extrêmement cher, depuis Paris. Il faut compter 125 € par personne. Donc à 4, ça fait quand même un budget juste pour les visas. Donc on s'est dit, on verra. Et en fait, depuis l'Asie, les visas, ils sont qu'à 30 $ et c'est aussi beaucoup plus simple parce que pour aller en Chine et pour demander le visa, il faut fournir les billets d'avion, les justificatifs de réservation, l'itinéraire, l'hôtel. Nous, on voyage pas comme ça. Nous, on voyage en se disant: «Ben, tiens, demain, on va en Chine, quoi». Donc du coup, on s'était dit qu'on le ferait pas et finalement, quand on était au Népal, en fait, parce que comme le Tibet est une frontière, enfin, un pays que les gens font depuis le Népal et appartient à la Chine, pour aller au Tibet, il faut faire un visa chinois. OK. Et donc on l'a fait, au Népal, le visa, chinois. Qu'est-ce qui a fait que du coup vous avez décidé d'y aller? Bah, en fait, depuis le Laos, on était à la frontière de la Chine et on s'est dit, «Bah, tiens, allons voir». C'était pas la région que Ménian voulait faire parce que lui voulait aller, à Pékin, donc qui est complètement à l'opposé et aussi parce qu'il y avait les 2 ans de Mio qui approchaient et Mio voulait voir des pandas et donc on s'est dit: «Bon, bah, écoute, allons-y» et on est parti, pour fêter son anniversaire en Chine, il a fêté son anniversaire avec les pandas, le jour de son anniversaire. Waouh! On est voir les pandas, ouais. Trop chou. Et est-ce que ça a été le point culminant de votre épopée en Chine ou il y a un moment, enfin il doit y avoir plein de choses en fait? Alors après, on est descendu, on a fait la région qui s'appelle le Yunnan, qui est une région qu'on a adorée. Il y a beaucoup de rizières, de très belles montagnes, des randos sympas, des lacs magnifiques et cetera. Mais la Chine, ça a été un très, très gros challenge pour nous voyageurs, parce que c'est un des seuls pays qu'on a fait où la communication, la compréhension, les informations, c'est très, très compliqué. Bah oui, on parle pas la langue. C'est ça, et eux ne parlent pas l'anglais et nous, on est dans une zone très rurale, donc on n'était pas forcément dans des grosses villes. Donc au milieu des rizières, parler anglais, voilà.
Et en fait, c'est le plus gros problème qu'on a eu, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, quand on voyage, on se renseigne un peu avec les locaux ou en prenant les informations auprès de la population. Et là, on n'avait pas d'informations. Et en plus, la Chine est un pays très fermé dans le sens où, par exemple, on s'est retrouvé des fois à la rue sans hôtel parce que il y a des hôtels qui n'ont pas la licence pour accueillir des étrangers. C'est-à-dire que si t'es pas chinois, tu peux pas dormir dans l'hôtel. Pareil pour les excursions, si t'es pas chinois, tu peux pas faire d'excursion. Parfois, ça a été très, très compliqué, quoi. C'est très accueillant comme pays. Après, en fait, je pense que c'est un pays qu'il faut préparer. Voilà. Après, on s'en est très bien sortis, on a adoré et on a très envie d'y retourner. Mais ça nous a vraiment challengé, quoi. C'est un pays qui nous a demandé. Je me suis retrouvée à cuisiner dans les cuisines des restaurants toute seule parce qu'on se comprenait pas et que j'aurais pas eu à manger ce que je voulais manger. Donc les gars, ils me prenaient, ils me mettaient dans la cuisine, ils me disaient vas-y, tiens, t'as tout là, tu fais ce que tu veux. C'est C'est bon, moi génial. je rends là. Ouais, c'est des expériences extraordinaires parce que je me retrouve avec 6 cuisiniers chinois derrière moi en train de faire un truc et moi je suis en train de faire ma petite gamelle pour mes enfants pour qu'on puisse manger. Donc c'est ça, c'est des situations extraordinaires. Tout comme on a rencontré des gens, on a un monsieur qui parlait anglais, qui on était perdu à la gare et qui nous a emmenés à l'hôtel, nous a attendus, nous a ramenés dans un restaurant, nous a commandé le repas. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont été extraordinairement marquants, mais c'est un pays qui nous a demandé de prendre énormément sur nous, quoi. Du coup, vous êtes allé dans combien d'endroits différents en Chine? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 stops différents. Ah oui, quand même. Ouais, on a bien bougé. Après, ouais, le train en Chine est pas mal. On a fait des trains de nuit, en fait. Ça nous fait économiser en transport, du coup, parce qu'on dort dans le train. Donc, on paye la nuit d'hôtel et le transport. Donc ça aide à bien se déplacer dans le pays, puisque c'est un pays qui est grand, qui est très vaste. Et comme tu pouvais pas demander aux Chinois de te donner les bons plans, du coup, comment tu as géré les différents endroits où vous êtes allés? Sur Internet? En fait, oui, le peu d'informations que j'ai trouvé en ligne. D'accord. Après, ce que je fais sinon, je vais sur Instagram, par exemple, et je marque la ville où je suis dans le recherche en lieu. Et après, je regarde les photos qui ressortent, des choses comme ça, et je tombe sur des comptes, voilà, et qui tombent par exemple des comptes de Chinois qui ont fait d'autres choses. Et du coup, je note tel temps, tel machin, tel truc. Et c'est beaucoup de recherche. Et vous êtes resté combien de temps au final en Chine? Mais 30 jours pile. D'ailleurs, on a failli dépasser le visa parce qu'on avait un visa de 30 jours. Voilà, on est parti vite fait. Oui, tu as pas trop envie de savoir comment ils réagissent dans ces cas-là, je pense. En fait, en plus, on est parti plus tôt que prévu, parce qu'on avait prévu de rester quelques jours de plus. On a pris un train pour rejoindre Pékin, donc on devait emmener mes liens faire la muraille de Chine. Et mes beaux-parents devaient nous rejoindre donc, en Chine avant de partir sur la prochaine destination. Et en fait, ils ont été refusés d'accès à l'aéroport. Ils les ont pas laissés rentrer sur le territoire chinois. Mais pourquoi? On n'a jamais la réponse. Ah oui? Apparemment, en visa, dans un tampon d'un pays, je crois de Turquie, dans le passeport de mon beau-père, je sais pas. Ah, Et mon donc, ils Dieu. les ont pas laissés rentrer. Et donc, mes beaux-parents qui partaient de Paris se sont retrouvés coincés à l'aéroport et expulsés donc dans les parterres dans l'aéroport. Et donc, du coup, ils devaient être expulsés vers Paris à nouveau. Et on a réussi à négocier, enfin, ils ont réussi à négocier tant bien que mal avec les Chinois pour les expulser vers la destination suivante. Et donc, du coup, au lieu de faire la muraille de Chine, pauvres Ménians qui en rêvaient, qu'on avait prévu, on est partis, nous aussi, on les a pas laissés tout seuls, on est partis avec eux à l'aéroport directement, on les a rejoints et on a voyagé avec eux donc pour l'Australie. Du coup, c'est ce problème de visa qui a précipité votre départ, mais c'était prévu que vous alliez ensuite en Australie? Oui, c'était prévu l'Australie parce que donc mes beaux-parents nous rejoignaient, donc ça, on l'a organisé durant le voyage en Chine. Encore une fois, l'Australie, c'est un pays qui nous attirait pas du tout, qu'on a fait pour Mélian parce qu'il voulait voir ses kangourous et ses koalas. Ouais. Nous, alors Seb, l'Australie, ah, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et en fait, on a adoré. On a vraiment adoré. On parle d'y retourner là justement. On a eu un gros coup de cœur pour l'Australie. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? On a fait un road trip qui partait de Cairns jusqu'à Brisbane, donc en camping-car. On a loué un camping-car donc sur place le jour même, encore une fois. À pas faire. C'est ça, à pas faire, ça coûte cher. Avec mes beaux-parents, on a vécu en camping-car avec mes beaux-parents dans le camping-car. Donc ça, c'est une expérience incroyable. Ça, c'était aussi un des gros, je trouve, avantages de notre tour du monde. C'est que je pense que sans ça, c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait. Pour les enfants, vivre pendant un mois avec leurs grands-parents dans un camping-car, c'était chouette. On a du mal à imaginer que tout doit être rose tout le temps avec
promiscuité qu'il peut y avoir, mais en même temps, ça doit faire des souvenirs incroyables. Voilà, on s'est dit qu'il fallait un truc un peu plus posé parce que le camping-car, c'est quand même rouler, changer d'endroit tous les jours, installer, ranger. Alors, c'est génial parce que du coup, on a cette liberté de dormir où on veut, de manger où on veut. Enfin, on mangeait sur la plage quasiment tous les jours, on a dormi au pied de cascade. Enfin, c'était vraiment extraordinaire, mais c'est vrai que moi, j'étais quand même bien enceinte. Et puis, voilà, mes beaux-parents, ils sont pas jeunes non plus. Donc, voilà, au bout d'un moment, on est fatigué. Et du coup, on s'est dit, j'ai organisé, pendant qu'on était en Australie, j'ai organisé de partir en Nouvelle-Calédonie pour faire une quinzaine de jours, voilà, plage, farniente, repos, hôtel, voilà, posé. Juste avant de partir en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il y avait quand même un truc, une anecdote, un endroit, quel est le lieu ou le moment que vous avez préféré au-delà du camping-car? En fait, en disant Nouvelle-Calédonie, je viens de me rappeler que pourquoi on est parti en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'en Chine, on a rencontré un couple de Français qui nous entendait parler dans un restaurant et qui nous a dit si vous cherchez un endroit, parce que du coup on parlait de la grossesse et donc de cette échographie, parce qu'il fallait quand même un jour ou l'autre faire un suivi de grossesse, qui nous a dit écoutez, moi j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, si vous voulez, j'ai les coordonnées d'une sage-femme, je vous donne son contact et vous l'appelez pour qu'elle vous organise ça, l'échographie, etc. C'est pas facile de prévoir tes rendez-vous médicaux en tour du monde, C'est clair. surtout à distance. Donc c'est vrai que ça a été un gros. C'est pareil, à Nouvelle-Calédonie, on s'était jamais dit d'y aller. Et du coup, je lui avais envoyé un mail en lui disant voilà, bonjour, j'ai rencontré telle personne, je suis enceinte, je veux savoir si je pourrais avoir rendez-vous pour une échographie aux alentours de, parce que je ne savais pas quand on arriverait, mais voilà, aux alentours de telle date-là. Donc, elle m'a renvoyé en me disant rendez-vous tel jour, telle date. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon, on part en Nouvelle-Calédonie. Voilà, Ok. c'est parti. Pour revenir sur l'anecdote en Australie, je crois que ce qui nous aura peut-être le plus marqué, c'est une des plages qu'on a faites où on réveille, on était entouré de kangourous sauvages qui Oula. sautaient partout. Ouais. Et ça, c'était super. Pour les enfants, c'était super chouette. Et pour vous aussi. Parce que du coup, c'était vraiment voir le rêve de Mélan qui se concrétisait, quoi. De le voir entouré de ces kangourous. Mais qui n'a pas envie de ça? Moi, je serais comme lui. C'est ça. le kangourou, Non, c'est chouette. Ouais. C'est un animal qui paraît complètement inaccessible pour les petits Français. On n'a pas envie d'en voir dans un zoo, on a envie de les voir en liberté. Ça, c'est génial. Cool. ouais, c'est vrai. Non, ça, c'était chouette. Puis le koala aussi, du coup. Ok, bon, allez, on repart en Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, encore un pays qu'on n'avait même pas écrit sur nos petits papiers avant de partir. On n'avait jamais dit qu'on irait là-bas. En même temps, tu n'avais pas écrit que tu ferais une écho là-bas non plus. Voilà, exactement. Et donc, du coup, là se concrétise ce petit bébé. L'entendre, le voir, c'est dingue. Et c'est clair, je lui ai dit, écoute, moi, on le garde, ça c'est fait, mais je rentre pas en France. Je te le dis tout de suite, je ne rentre pas en France. Déjà, on fait une concession sur la fin de notre itinéraire qui devait se finir en Afrique, parce que du coup, c'est là qu'on a su que le bébé devait naître début décembre et qu'on devait pas. On avait prévu initialement de partir, aux alentours de mi-décembre, fin décembre sur l'Afrique pour faire les derniers mois en Afrique. Mais je lui ai dit, je rentre pas. On se débrouille comme tu veux, on trouve un endroit, mais je rentre pas. Donc pas d'Afrique, mais ça continue. Ça continuera, voilà. Ok. Et donc, à la suite de ça, on a fait la Nouvelle-Calédonie. Donc là, gros coup de cœur, évidemment, fond marin incroyable. On a nagé avec des raimentas, des tortues, des requins, des dauphins. Enfin, c'était fou, en fait, ouais, fou. Les gens super accueillants, super gentils, les autres, turquoise, enfin, vraiment le pays. Puis en plus, voilà. On a eu gros coup de cœur à tel point que on s'est dit, on ferait le tour du monde, on vient vivre soit en Nouvelle-Calédonie, en Australie, voilà, on s'est dit, c'est là où on veut vivre, quoi. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, c'est là. Alors, quand on sait que maintenant vous êtes au Sénégal, il y a encore des trucs qui vont se passer, visiblement. Ouais, le cheminement, voilà, il y a un autre chemin, il y a un autre cheminement derrière. Mais ouais, c'était prévu, ouais. Donc là, c'était vraiment, vous étiez tout le temps dans l'eau, en fait. C'est ça. On voulait se reposer. Moi, j'étais fatiguée, voilà. Et puis, on voulait se poser un peu. Et en fait, cette dame que j'avais rencontrée en Chine, donc c'était une dentiste, elle travaillait sur l'île d'Ouvéa. Et elle n'arrêtait pas de nous dire, il faut que vous alliez à Ouvéa, il y a un pont, vous voyez les raies du pont, vous n'avez même pas besoin d'aller sous l'eau, vous les voyez, etc. Et en fait, elle nous avait tellement parlé de son pont qu'on s'est dit, on va y aller.
Et en fait, effectivement, c'est dingue parce que depuis ce pont, on voit des centaines de raies, et des requins et des tortues et sans aller dans l'eau, quoi. Alors pourquoi vous avez quitté la Nouvelle-Calédonie? Parce qu'on avait rendez-vous avec mes parents cette fois-ci, qui voulaient être là pour l'anniversaire de Mélian. Donc, il y a eu les 4 ans de Mélian et donc qui étaient en Nouvelle-Zélande. Ça, c'était prévu un peu en avance, du coup. Oui, mes beaux-parents sont restés avec nous à Auckland. On a fait l'anniversaire de Mélian, donc il avait ses 4 grands-parents avec lui. Waouh, c'est génial C'est ça. 4 ans, ouais, à l'autre bout du monde, parce que c'est pas la porte d'à côté quand même. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et ensuite, mes beaux-parents sont partis et nous, on a fait donc encore une fois en camping-car, réservé le jour même avec mes parents dans le camping-car. Ce qui est bien, c'est que vous apprenez au fur et à mesure. C'est ça, ouais, on ressent nos leçons. Parce qu'au final, en fait, on s'est dit, je voulais pas refaire un camping-car, je voulais faire 2 camping-cars pour que mes parents ils aient voilà, leur repos, parce qu'on a chacun notre rythme. Mais quand on a vu en dernière minute les prix, on a dit, ouais, ok, Ah on va bah prendre non, un hein. camping-car, hein. Les gars, on va se serrer les coudes. Mais bon. Donc, nous voilà en Nouvelle-Zélande. Alors, en Nouvelle-Zélande, c'était le pays que Seb voulait faire et qu'il voulait surtout pas faire en hiver. Mais moi, le seul impératif que j'ai mis dans mon voyage, c'est que en juillet, août, je devais nager avec des baleines. Et juillet, août, c'est l'hiver. Donc, je lui ai dit, on va pas aller en Océanie en juillet, repartir et revenir faire la Nouvelle-Zélande en été. On le fait en hiver. Donc, on n'arrivait pas trop à avoir d'infos sur ça parce que c'est vrai que c'est pas une destination que les gens font beaucoup à cette période-là. Mais en fait, c'était super chouette parce que on était seuls. Bon. Ça compensait un peu les prix du Ouais, c'est camping-car. ça. C'est vrai. Après, c'était une organisation parce qu'on s'est retrouvés, par exemple, à des endroits à devoir attendre parce que les routes étaient fermées à cause de la neige. Il y a des randos qu'on n'a pas pu faire parce que c'était fermé. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire parce que la météo n'était pas favorable. Mais on a adoré. Et puis, du coup, il y a eu mon papa, il est né aussi, il avait fêté ses 60 ans là-bas. Et pour son anniversaire, on lui a offert un tour en hélicoptère. Donc, on a tous fait un tour en hélicoptère au-dessus du glacier Tasman. Et on s'est posé donc un hélicoptère sur le glacier. On a marché sur le glacier. Et ça, c'était oufissime, en fait. Donc, ouais, gros coup de cœur sur Nouvelle-Zélande. Après, on a vu les baleines aussi donc les fameux cachalots que maintenant on se souvient. On a fait cette excursion. Donc, ça, c'était plutôt chouette. Et on a fait un mois en Nouvelle-Zélande. Un mois pendant lequel, pardon, vous avez eu chaud et froid en même temps, en fait. En fait, on a décidé de faire l'île du Sud et pas l'île du Nord parce que l'île du Nord est plus pluvieuse en fait en hiver et l'île du Sud est plus froide et sèche. Donc on a eu un beau temps de montagne. C'est-à-dire qu'on avait des journées avec un soleil, il faisait pas très froid, il faisait bon, et le soir très froid. On a skié, mon fils a skié pour la première fois en Nouvelle-Zélande, mais non, ça c'était ses premiers pas sur un ski. Pas commun, ça Ouais, non c'était plus. trop bien. Mais c'est pareil en fait sur un coup de tête, on était sur la route, mais ça c'était vraiment sur un coup de tête. On était sur la route, on en allait sur notre prochaine étape, et là on va marquer station de ski. On se regarde, on dit, oh là, on va skier, et on a tourné, et en fait on a failli mourir d'ailleurs, parce que Super. ouais, parce qu'on est monté sur la station de ski avec notre camping-car, et en fait la descente il a pas kiffé, les freins n'ont pas kiffé. Et ils ont surchauffé dans la descente et ils ont lâché en fait. Donc heureusement c'est mon papa qui conduisait et qui a su gérer l'arrêt, frein à main, marche arrière. Enfin, il a fait tout ce qu'il fallait pour l'arrêter et on a attendu que les freins refroidissent et on est descendu au frein moteur. Mais ouais, on a eu un gros coup de stress. Mais ça va Ah bah le coup de ouais, voir mon j'imagine. fils monter sur des skis pour la première fois du haut de ses 4 ans, tout fier. En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ouais. Ensuite, ce qui n'était pas prévu non plus, mais ma maman a râlé tout le voyage parce qu'elle a traversé le globe en mois de juin pour être en hiver et se les peler. Voulait du soleil, évidemment. Et donc, du coup, pour lui faire plaisir, on est parti une semaine, 9 jours aux Fidji. Bah, c'est bien ça. Voilà, c'était pas prévu dans le voyage non plus, mais bon, on s'est dit, on est là, autant le faire. Depuis l'hôtel où on était, on mettait notre masque et notre tuba et on faisait 50 mètres et il y avait tortues, raies, requins. Donc, on a fait aussi repos, quoi, farniente, canoë-kayak, etc. Et puis, les Fidjiens sont extrêmement adorables. Là-bas, pour dire bonjour, on dit boula boula. Et en fait, c'était le mot qu'on a retenu tout le temps. Quoi. Maintenant, on se dit boula boula parce que c'est avec leur chaleur et leur intonation. Puis en fait, ils sont très, très costauds. Ils sont comme des gros nounours, quoi. Mais hyper gentils. Donc, vraiment, on a envie de leur faire un câlin chaque fois qu'on en croise un, quoi. Vraiment, c'est ce petit côté. Donc, non, on a beaucoup aimé les Fidji. Et donc, mes parents sont partis, nous ont laissés aux Fidji. Nous, on est restés quelques jours aux Fidji. Et après ça est arrivé donc, le moment que j'attendais de mon tour du monde, nager avec les baleines aux îles Tonga. Alors, les îles Tonga,
C'est un Personne ne royaume, sait voilà. où c'est. Ben, c'est entre les Fidji et la Nouvelle-Zélande, justement. Donc, c'est dans l'océan Pacifique, là-bas. Et en fait, j'avais très peur parce que je me suis dit, est-ce que le gars va me laisser y aller enceinte, quoi? Je veux dire, Oh, là, je bah peux me oui. cacher, j'avais mon petit bidou et tout. Et donc, c'était vraiment le stress. Et en fait, il y avait deux choses. C'est que déjà, la saison des baleines, c'est août, septembre, octobre. Et nous, on y était plutôt mi-juillet. Donc, on était un peu tôt. Et le fait de la grossesse. Donc, on a vraiment été dans le flou. Et en fait, on est allé sur une île qui s'appelle l'île des Houas. Personne ne va là-bas, en fait. Les gens vont ailleurs nager avec les baleines. Mais sur cette île, il n'y a qu'une personne, qui s'appelle Kiko, qui a le droit de faire nager avec les baleines. Donc, ce qui fait que quand on va en mer, on sait qu'on est les seuls à aller en mer. Il n'y a pas 15 bateaux, on est les seuls. Et en plus, on a vécu chez Kiko. Donc, on a vécu avec ce monsieur qui ne parle pas anglais. Et on est resté une semaine donc, chez lui, à cuisiner avec lui, aller à la messe avec lui le dimanche. Enfin, c'était vraiment fou. Très fier de son île, il nous a fait tout visiter. Et tous les matins, on enfilait nos combis et on allait nager avec les baleines. Et Waouh. ça c'est dingue. En fait. Il n'y a pas de mots pour décrire ça faisait depuis la naissance de Mélian. En fait. J'ai découvert qu'on pouvait nager avec des baleines à la naissance de Mélian. Je venais juste d'accoucher, j'ai tombé sur une vidéo sur Instagram et c'est depuis ce jour-là que je l'avais en tête. Je me suis dit, je veux le faire, il faut que je le fasse. Et j'appréhendais énormément. Je me suis dit, mais attends, mais quand il va avoir la baleine, j'aurais peur de sauter dans l'eau. Enfin, faut le faire, sauter dans l'eau avec une baleine. Quoi. Genre, c'est une baleine, c'est gros. Je me suis dit, je vais jamais y aller et tout ça. Et en fin de compte, non, sur le bateau, j'étais comme une dingue. Il faut que j'y aille, c'est quand j'y vais, je peux sauter, je peux y aller ou pas. Et la toute première rencontre, elle est inoubliable en fait. Parce qu'elle est à un mètre de nous, quoi. On peut Oh la là toucher là. si on veut et d'une beauté incroyable. Et ça dure pas longtemps, mais tu as l'impression que ça durait des heures et des heures. Quoi. Et alors après, je voulais plus sortir de loin. Je me dis, on y va, non, je reste là, je bouge plus, je suis là, je reste là. Et donc, on l'a fait tous les jours. Tous les jours. Et à chaque fois, c'était encore plus fou parce que la première fois, on en a vu 2. On a nagé avec 2. La deuxième fois, elles étaient 8. La dernière plongée qu'on a fait, il y avait 16 baleines et genre 30 dauphins autour de nous. Et Mélian, du coup, est aussi venu dans l'eau avec les baleines. Donc, du haut de ses 4 ans, il a nagé avec les baleines aussi. Et ça, c'était dingue. Ça devait être dur de partir de cet endroit. Ça a été très dur, ouais. Ça a été très, très, très dur. On ne voulait pas partir. Et en fait, on s'est dit que, à réflexion, on s'est dit que finalement, on allait jamais pouvoir partir. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a repoussé. Hein. Au début, on a dit demain. Donc on a repoussé un peu. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, je crois qu'on n'en aura jamais assez. Et voilà, on a fait 7 jours de plongée avec les baleines. Voilà, c'est bien. On a eu ça. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on continue de voyager. Alors hop. On est parti. Et là, on est parti en Polynésie française. Parce que le gynéco que j'avais eu en Nouvelle-Calédonie m'avait dit, écoutez, j'ai un confrère en Polynésie, je peux vous prendre rendez-vous pour un deuxième écho. Comme ça, c'est lui qui fait le suivi. Je le connais très bien, c'est mon meilleur ami. Je t'ai suivi la semaine dernière. Bref, voilà. Donc, c'est lui qui m'a organisé le rendez-vous avec son confrère. Et Polynésie a été problématique au début pour nous parce que juillet-août, grosse saison chez eux, ça se réserve à l'avance. Nous, on n'avait rien réservé. Les îles qu'on voulait faire, il n'y avait pas d'avion, c'était complet. Ou il n'y avait pas d'hébergement, c'était complet. Donc, on a pris un peu ce qui restait. Donc voilà, Polynésie, pareil, fantastique. Est-ce qu'il y a une île qui vous a plus plu que les autres? Je crois que finalement, c'est la première qu'on a faite, c'est Rangiroa. Parce que déjà, c'est une toute petite île qui se fait, je sais pas, de la pointe de bout à l'autre. La route donc, est en longueur. Elle va du nord au sud, quoi. Donc, et elle se fait en, je sais pas, 20 minutes en voiture. Ah oui, Donc, c'est pas tout très long. plat Voilà. en plus. C'est tout petit, voilà, c'est tout plat et tout petit. Et aussi parce qu'ils ont des fonds marins, donc ils ont la passe de Petit Puta, où on peut nager avec dauphins, requins. Ils ont des fonds marins extraordinaires. Et ouais, parce que c'est notre première approche en Polynésie, donc c'est vrai que c'est ce qui nous a marqué. C'est rare de commencer avec Rangiroa. En général, c'est plutôt Tahiti, Moorea. En fait, on est allé là où il y avait de la place. On a fait Raiatea, on a fait Bora Bora, on a fait Moorea et on a fait Tahiti. Voilà. Après, l'île plate et en longueur, c'est pas mal de voir un peu de relief aussi. Oui, carrément. Ouais. Moorea, pour ça, c'est sympa, ouais. Bon, alors après la Polynésie, on va où? En fait, on est allé aux États-Unis. Alors ça, c'était pas prévu non plus. Mais rien n'était prévu. Non, mais dans nos plans idéaux, on ne devait pas aller en Amérique du Nord. On devait faire que l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Sud partir sur l'Afrique. Et en fait, ma belle-sœur et mon beau-frère et mon neveu voulaient nous rejoindre. Donc, on a décidé de faire avec eux le Canada. Donc, avant ça, de Polynésie, on est parti sur Los Angeles. On a passé quelques jours à Los Angeles. Et après, on est monté sur Vancouver.
Donc Vancouver au mois d'août, sans réservation, à donc 2 familles, donc 8. Vous n'étiez pas les seuls. Voilà, on n'était pas les seuls et on a très peu trouvé de logements pour dormir, donc ça a été un gros casse-tête. Ça nous a coûté extrêmement cher. C'est le pays qui nous a coûté le plus cher du tour du monde. D'ailleurs, on a décidé de partir plus tôt. Et puis aussi parce que en ligne, j'avais discuté avec une sage-femme et qui m'a dit bah viens on se rencontre, et donc elle était au Mexique, et donc du coup le soir j'ai fait demain on va au Mexique voir la sage-femme. Elle me dit quoi, on est au Canada, ouais mais demain on part, je prends les billets, ça y est, je trouvais, on s'en va. Voilà, c'est ça, 23h pour le dire que demain matin, on partait au Mexique, et on est parti. Donc, on a fait un petit stop, une dizaine de jours au Mexique pour rencontrer donc, cette sage-femme, parler de l'accouchement parce que je voulais accoucher à domicile. Comment t'as trouvé cette sage-femme? Les réseaux sociaux, sur Instagram, une famille que je suis. D'ailleurs, Audrey, si tu passes par là. Famille Coste, donc qui vit au Mexique et qui était enceinte aussi, avec qui je parlais beaucoup, mais qui initialement avait prévu d'accoucher au Panama. Puis finalement, en reparlant avec elle, elle m'a dit ah mais je t'ai pas dit, j'ai changé, je vais accoucher au Mexique. Non, 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 j'étais sage-femme. Envoie-lui un message. Et puis je lui ai envoyé un message, je l'ai rencontré et ça a été le coup de cœur. Et donc on a décidé qu'on continuerait le voyage et que quelques temps avant l'accouchement, on viendrait accoucher au Mexique. Et on a repris la route. Et là, tu étais à combien de mois de grossesse? Eh bien, on l'a rencontré début septembre et j'ai accouché début décembre, donc 6 mois. 6 Ah mois. oui, il était temps De la il trouver. était temps de la trouver. C'est ça, il était temps de... Bon, une fois que c'était réglé, du coup, vous avez continué à bouger. Vous êtes allés où? On a fait 2 semaines à New York avec ma meilleure amie qui est venue nous rejoindre, et ensuite on est descendu en Argentine. Alors pareil, l'Argentine, moi j'ai vécu en Argentine, c'est un pays que j'adore et que je voulais absolument montrer à mes enfants et à mon mari parce que j'y ai vécu et que j'ai mangé ça, et bah, c'était tout ce dont je leur parle tout le temps. Il fallait qu'ils le goûtent et qu'ils le fassent, mais surtout je n'avais pas fait la Patagonie. Ça a l'air tellement beau. La Patagonie, tout le monde disait oui, avant décembre, s'il n'y a pas la mauvaise période, faut pas y aller, faut pas y aller, faut pas y aller. Enfin, sauf que moi, en décembre, j'accouche, les gars, donc voilà. Oui, bon, j'ai pas que Il y ça a à un faire. moment, il va falloir que je fasse un choix. Et donc, on y est allé, donc on a fait l'Argentine, on a fait du 15 septembre, je crois, début novembre, enfin 30 octobre. Ouais, on a fait 6 semaines, presque 7. Et la Patagonie, incroyable, incroyable. Et pareil, en fait, là, j'étais quand même enceinte, donc j'étais à 6 semaines de l'accouchement quand on était en Patagonie. Donc j'étais quand même dans ma dernière ligne droite, et il y a des randos, magnifiques randos que je voulais faire. Et Seb était moyen chaud quand même parce que voilà, hein, je suis enceinte, je porte un bébé de 2 ans sur mon dos. Mais ça, ouais, ça restera le plus beau souvenir. C'est quand il m'a dit écoute, je te fais confiance, on l'a fait, et on a fait cette randonnée. On a fait presque 25 km aller-retour avec les enfants enceintes, donc à El Chalten. 25 km. Ouais, et ça, c'était incroyable. Alors, pourquoi tu voulais vraiment faire cette randonnée? En fait, déjà, c'est le paysage qu'elle offre, et c'est aussi le challenge, on va dire. J'aime beaucoup marcher, j'ai fait le Kilimandjaro quand j'étais plus jeune, voilà, j'aime bien grimper, quoi. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé sur 3 jours. Donc on a fait El Chalten pendant 4 jours, et sur les 4 jours on était là, on a eu une météo dingue. Grand soleil, magnifique météo. Et en fait, là, les guides du parc national, la nana m'a dit écoutez, moi je suis donc ici, je vis ici, voilà. Moi enceinte, je l'ai fait cette randonnée, je l'ai fait enceinte de 8 mois parce que je suis expérimentée. Donc si toi tu sais que tu es capable de le faire, fais-la. Elle m'a dit ça, je lui ai dit bah oui, moi je suis capable de le faire, je le fais. Et je l'ai fait. Après, je connais mon corps et je connais mes limites, et je pense que si ça n'avait pas été possible, je ne l'aurais pas fait. Oui, tu ne te serais pas mis en danger inutilement. Puis il y a les 2 petits bouts qui suivent derrière, donc Oui, c'est il ça. faut. Alors, Mélian a marché toute la rando, Waouh, mais Mio il a fait la moitié, il a fait 11 c'est déjà kilomètres. bien. Donc, moi, je l'ai porté pas mal, ouais. Après, c'est moi qui portais. Bon, après la Patagonie, on va où? Eh ben, on part au Brésil, plus particulièrement à Rio. Alors, Rio, c'est une ville que j'ai découverte quand je vivais en Argentine il y a quelques années et que j'adore. J'y suis déjà allée 3 fois, en fait. J'allais en week-end. Forcément, quand tu vis D'accord. en Argentine, c'est facile. Rio, c'est une ville qui est assez folle parce que il y a la grosse ville très urbaine, mais qui est complètement au bord de la mer avec des plages magnifiques. Et c'est tout plein de verdure, donc c'est des gros pains de sucre et des montagnes. Donc il y a beaucoup de points de vue super beaux, et c'est une ville hyper vivante, et c'est une ville trop trop cool. Je crois que ce qui nous a le plus marqué de Rio, c'est qu'on a passé un dimanche sur la plage d'Ipanema. Et en fait, la plage était noire de monde, mais de Brésiliens.
On avait l'impression d'être les seuls touristes, quoi. Hyper ambiance locale, tous les gens venaient avec leur glacière, leur musique, leur parasol et sa cuisine et en fait, on avait l'impression d'être complètement immergés avec eux, quoi. Et on a fait la journée là-bas, du coup, jusqu'au coucher du soleil et on a vraiment, vraiment adoré ce moment. On part au Mexique après? Eh oui, donc début novembre, on a décidé de rentrer parce que l'accouchement avait lieu début décembre. Donc à 3 semaines de l'accouchement, on a quand même dit on va se rapprocher du lieu où est censé donner naissance à cet enfant quand même. Donc on a pris l'avion pour le Mexique. On a fait Playa del Carmen, on est allé à Tulum, on est descendu jusqu'à Bacalar. Donc en fait, on a longé la côte jusqu'au Belize. Voilà, on a fait un petit road trip d'une quinzaine de jours. Et après, on a loué une maison pour 2 mois, enfin moins de 2 mois, du coup 6 semaines, pour attendre la venue de ce bébé. Donc on est revenu sur Playa del Carmen, on s'est installé à Playa del Carmen vers fin novembre. Et il a pointé le bout de son nez. Ouais, il a pointé le bout de son nez. On a décidé donc d'accoucher à la maison. Donc, on avait cherché une maison assez spacieuse parce qu'on avait nos familles qui nous rejoignaient après pour Noël et donc la naissance du petit. Et du coup, il y avait une chambre qui donc était la salle de l'accouchement, qui est après devenue la chambre des beaux-parents quand ils sont arrivés. Et en fait, il est né le jour où j'ai récupéré, enfin où Seb du coup a récupéré mes parents. Enfin, ma mère était déjà là, mon père à l'aéroport. Il est arrivé de l'aéroport, mon père et j'ai commencé le travail et donc mes parents étaient là pour la naissance. Waouh! Et forcément, l'organisation a changé. Après la naissance de Maori, il a fallu... Enfin, comment vous vous êtes organisé, en fait, tout simplement? Alors, en fait, on s'est dit qu'on allait se laisser un peu le temps de savourer un peu la naissance, redescendre un peu hormonalement parlant. Et puis, on avait envie de continuer. En fait, moi, je voulais absolument faire découvrir l'Amérique centrale à Seb, que j'avais faite il y a, pareil, quand j'ai vécu en Argentine, j'avais tout quitté et j'avais pris mon sac à dos et j'étais remontée donc d'Argentine, j'étais remontée jusqu'au Mexique toute seule et j'avais traversé donc toute l'Amérique du Sud et toute l'Amérique centrale, chaque pays, frontière par frontière, terrestre que en terrestre. Donc j'avais dit quand le petit naît, on fait l'Amérique centrale. Donc lui, on va se détendre, c'est un nourrisson, Oui, pas tout de doucement, suite. voilà, quelque chose d'habituel, quoi. Et en fin de compte, l'accouchement, il s'est très bien passé. Je me suis très vite remise, par rapport à mon premier accouchement où genre ça a été un accouchement un peu désastreux, médicalisé, épisiotomie, enfin voilà, genre 15 jours, je pouvais même pas marcher tellement j'avais mal. Là, 2 jours après, j'étais à la plage. J'étais vraiment très bien, quoi. Donc du coup, on s'est laissé juste passer les fêtes tranquillement et le 2 janvier, donc ça faisait même pas un mois, enfin 1 mois tout pile après la naissance de Maury, on est partis. On a rendu la maison, on a pris un transport jusqu'à la frontière et donc on a traversé en bateau du Mexique pour aller au Belize et on est reparti sur les routes avec un nourrisson d'1 mois, donc Waouh! normal. Oui, et oui, mais en même Logique. temps, plus rien ne nous étonne maintenant. On a déjà parcouru tellement de pays avec vous que... Ouais, après en fait, c'est assez fou, c'est que finalement, c'est là, en fait, quand on a un nouveau nourrisson qu'on se dit: «Mais c'est hyper facile un nourrisson par rapport à des enfants de 3 Oui, et enfin de 3 et 5 ans qui ont de l'énergie, qu'il faut occuper, avec qui il faut jouer». Un nourrisson, bon, ça tète, ça mange, ça dort, ça voilà, ça change la couche, mais en soi, voilà, moi, il était tout le temps dans mon écharpe de portage contre moi et la journée, elle se passait, enfin voilà, ça demande pas, plus d'attention que ça. C'est plus fatigant de devoir gérer l'écran que de devoir gérer un bébé et mais ça, tu le sais quand c'est le troisième. voilà, c'est ça, Pour bah le oui, mais premier, quand c'est c'est pas le premier, possible. t'as l'impression que tu es débordé, C'est ça. c'est-à-dire que c'est la fin du monde. Mais finalement, quand on a un deuxième déjà et que tu dis: «Ah attends, Ah, c'était simple en finalement fait. le petit, c'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est le deuxième qu'il faut gérer, derrière parce qu'il y a pas les siestes, il y a plus les machins et enfin donc c'est vrai que c'est finalement ouais, on s'est rendu compte, surtout quand on était posés à la maison, parce qu'on avait donc les grands-parents qui étaient là et donc qui géraient les 2 grands, qui allaient à la plage avec et cetera, pour que nous, on ait vraiment un temps où on était qu'avec le bébé et en fait, on était là, genre, on se faisait chier, quoi. Genre, «Non mais attends, on fait quoi, On joue aux cartes?» Enfin, je veux dire, c'est comment? C'est calme, c'est bizarre, quoi. Après 1 an ensemble, il y avait les petits tout le temps, on s'est dit: «Mais c'est facile un bébé». Enfin, pas on est d'accord que c'est «facile» entre guillemets, hein, parce que bon, il s'adore pas et cetera, mais je veux dire, finalement avec un voyager et avec un bébé, c'est pas si incompatible que ça parce que le bébé, tant qu'il Il est suit. avec nous, il y a pas de souci. Voilà, c'est ça.
il suit, il n'y a pas d'exigence particulière. Surtout quand Donc ouais, tu écharpe de allaites, il y a portage, pas c'est de ça. il y a pas de problème, ouais. C'est facile. Allaitement, couche lavable, clairement, on était en indépendance totale, quoi. Donc, on est parti sur le Belize. On est resté, c'est pas un très grand pays. Je crois qu'on est resté un peu moins de 15 jours. On a fait un peu de plage, donc on a fait l'île de Kikoker, qui est une île assez sympa. Et après, on est rentré un peu donc sur le continent. On a fait des temples, des très beaux temples mayas. Et donc, on s'est déplacé en transport collectif jusqu'à la frontière guatémaltèque. Le Guatemala, c'est un des pays que je préfère en Amérique centrale. Pourquoi? C'est un pays qui est très beau en termes de, donc il y a beaucoup de variétés de paysages, on va dire. Vous avez un peu de montagne, vous avez des temples, il y a la mer, il y a les petites villes coloniales complètement typiques espagnoles comme Antigua. Il y a des volcans à monter avec des cratères en feu qu'on peut voir au Volcan del Fuego. Donc il y a énormément de choses à faire. C'est un pays qui est très typique. Les gens sont encore en costume traditionnel. Beaucoup de peuples sont en costume brodé, donc c'est très coloré. Moi qui adore la photo, c'est magnifique. Les gens sont hyper gentils. La nourriture est super bonne. C'est un pays qui est pas cher, qui est pas encore très très développé au tourisme. Alors beaucoup plus qu'il y a 10 ans quand j'y suis allée, mais qui est quand même encore assez authentique. Est-ce que vous avez fait une rando, une visite particulière? Alors, il y a le plus connu, c'est Tikal, donc c'est un site archéologique maya. Voilà. Ce qui est assez cool à Tikal, c'est que c'est un très grand parc, enfin c'est très grand en termes de superficie, et c'est très boisé, donc en fait, c'est l'impression de se promener dans les bois et de rien voir, et d'un coup, hop, oh, un temple. Alors après, quand je l'ai fait il y a 10 ans et maintenant, il y a beaucoup de temples sur lesquels on ne peut plus monter. Avant, on pouvait escalader les marches, mais en termes de sécurité, on ne peut plus. Ou alors, ils ont mis des escaliers en bois pour atteindre les sommets. Et donc, il y en a un, en l'occurrence, on monte et donc on voit absolument rien. En fait, on se retrouve sur le toit du mont. En fait, on est au-dessus de la jungle. Et là, on a une vue à 360 degrés sur toute la jungle environnante et c'est un incontournable, je pense. Après, le gros coup de cœur, c'est le lac Atitlan. C'est là qu'il il est magnifique. Et il y a plein de petits villages tout autour de là. Donc, en fonction de là où vous choisissez de dormir, vous avez un point de vue qui est complètement différent. Et après, on peut traverser le lac en bateau, aller d'un village à un autre. Nous, ce qu'on a fait pendant 4-5 jours, on est allé à chaque fois sur un village différent. Et donc, tu as une vue complètement différente. Et nous, là où on dormait, on avait donc en face de nous, on avait 2 volcans. Et donc, tu as ce coucher de soleil derrière ces 2 volcans et ce lac incroyablement beau, quoi. Et en fait, on n'a pas voulu partir. On avait dit, on y fait 2 jours, et genre, on y est resté 10, et genre, ah, faut vraiment y aller, les gars, vous êtes sûrs? On est bien, là. Et ouais, gros coup de cœur pour ce lac Atitlan. Et après, il y a un autre endroit qui nous a beaucoup marqué au Guatemala. Quand on a traversé la frontière Belize-Guatemala et qu'on est arrivé pour visiter Tikal, on est tombé dans une petite chambre d'hôte tenue par un Guatémaltèque très gentil et qui nous a dit, je ne sais pas si vous connaissez, pas très loin d'ici, bon, pas très loin d'ici, grand guillemets, parce que c'est quand même 1 heure et demie de route, mais bon, voilà. Ah ouais, c'est pas très loin. Voilà. Ça s'appelle le cratère Azul et en fait, c'est une rivière complètement transparente, incroyablement belle. Voilà. Je crois qu'on a rarement vu une eau aussi magnifique. C'était vraiment un lieu enchanteur. En plus, on n'était que nous, en fait, du coup, donc c'était vraiment un endroit privilégié et on a adoré, quoi. Ouais. Ça, c'était un truc que je connaissais pas et qui est pas encore forcément dans les itinéraires classiques, mais cratère Azul, Guatemala, On le magnifique. retient. Bon, on se rapproche un peu de la fin, là. C'est ça. On a retraversé au Mexique, donc par une autre frontière et une autre région qui s'appelle le Chiapas, Oui. où la ville la plus connue est San Cristobal de las Casas. Et là, on a fait un road trip encore. Donc, c'est beaucoup de belles cascades, des temples encore, évidemment, et un lieu qui est magnifique et qu'il faut voir, je pense, dans sa vie. Ça s'appelle la cascade, donc c'est Velo de Novia. En français, ça veut dire le voile de la mariée. Et littéralement, parce que quand tu arrives devant cette cascade, cette chute d'eau ressemble à un voile de mariée. Elle est immense et elle est d'un blanc. Ça fait vraiment le voile de la mariée, quoi. C'est vraiment ça. Et tout au long, pour remonter jusqu'à cette cascade, on longe une rivière d'un bleu turquoise incroyable. Et il y a plein de petites cascades jusqu'à cette très grande cascade qui est le waouh, quoi, en fait. Et ça, c'était vraiment chouette. Après, bon, San Cristobal, c'est une jolie ville puisque c'est pareil, c'est
C'est marrant, en fait, le Mexique que les gens font classique, c'est-à-dire le Cancun, Playa del Carmen, etc., en fait, ça n'a rien à voir avec le reste du Mexique. En fait, toutes les autres régions, c'est complètement différent. Le Chiapas, tu sens encore la grande influence guatémaltèque. Ils ont aussi un peu les costumes traditionnels, le portage de cette manière un peu particulière, ces couleurs, ces traits qui sont différents. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être encore dans un autre pays, en fait, que celui dans lequel on avait vécu quelques mois auparavant au Mexique avec notre routine. C'était pas du tout pareil, quoi. Bon, et après, alors, il se passe quoi? En fait, on était partis se balader. On a dormi dans une autre ville. On est revenu sur San Cristobal en se disant on va redormir à l'hôtel où on avait dormi qui était bien. Et on est arrivé, on a dit on est complet. Et j'ai dit bon, bah ok. Et en fait, j'ai dit à Seb, viens, on va à l'aéroport, on s'en va. Il m'a dit quoi? C'est-à-dire, je dis bah oui, c'est complet, on s'est pas fait dormir, on s'en va, on part à Mexico. Et du coup, on a pris l'avion. On est parti à Alors, Mexico. d'autres personnes auraient dit, c'est pas grave, on va trouver un à 2 pas, à 100 mètres. Ouais, mais en fait, Mais non, non. je sais pas. Je me suis dit, bon, bah, si c'est complet, c'est qu'on ne devait pas dormir là, il faut qu'on parte. Et voilà. Et en fait, je voulais faire une autre région du Mexique que ça fait très, très longtemps que je veux faire, qui est la région de San Luis Potosí. Mais en fait, on n'avait plus beaucoup de temps parce qu'on devait aller, parce que du coup, pendant notre tour du monde, ma sœur m'a décidé de se marier. Quelle drôle d'idée. C'était pas prévu, voilà. C'était pas En plein tour prévu. du monde, ça ne va pas. Voilà, elle nous a dit, au fait, les gars, on se marie, voilà, on se marie à la fin de votre tour du monde, donc vous venez au Cambodge. Oui, parce que ça aurait été trop simple que ce soit en France. Bah oui, bah non, Bah non. forcément. Bah ouais. Partir du Mexique vers l'Asie, c'est le truc le plus compliqué qui existe en termes de vol. Il n'y a pas pire. Il y a 19 heures de décalage horaire et genre de 10 000 connexions de vol. Non, mais c'était le truc. Et le prix, enfin bref. Mais bon, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça notre vie, en fait. Donc, du coup, il ne restait pas beaucoup de temps pour faire la région de San Luis de Potosí. Donc, on s'est retrouvés à Mexico. Et donc, on a fait cette région de Mexico. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette région, pour que tu veuilles absolument y aller? En fait, le Mexique a des ressources incroyables et que les gens ne connaissent pas forcément, sauf si on suit un peu des blogueurs voyage. Mais il y a des très, très beaux endroits que je veux voir. Du coup, on est allé sur un autre endroit qui est très connu aussi, enfin très connu, qui est très connu des Mexicains et qui commence à émerger sur les réseaux sociaux, qui s'appelle les Rutas de Tolantongo, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ce sont plein de bassins d'eau chaude, donc de l'eau thermale, creusés dans la roche en espèce d'escalier. Et du coup, on est allé là-bas en se disant, bon, ben, pareil, on va y aller 2-3 jours et on verra. Et en fait, on y est resté 8 jours. C'était vraiment chouette parce que donc il y a la rivière, on peut camper. Nous, en l'occurrence, on n'avait pas de tente, donc on était dans une espèce d'hôtel, voilà. Et du coup, l'eau est alimentée. Donc l'eau chaude, la rivière est chaude. Il y a un espace grotte. Tu peux faire carrément avec ta lampe torche et aller à 4-5 km à l'intérieur dans des grottes et l'eau aussi est chaude. Il y a des cascades intérieures, des cascades extérieures. Il y a des grands bassins thermaux où tu peux te balader ou te baigner en famille. Voilà, et c'est dans la montagne, donc c'est une vue époustouflante sur la montagne. Et c'est vraiment, vraiment chouette. D'ailleurs, les enfants nous disent qu'en fait, qu'on y retourne parce qu'ils ont beaucoup aimé. Et c'est chouette avec un nourrisson parce que l'eau étant chaude, bah, du coup, il a pu en profiter aussi et se baigner. Voilà, une eau à 33, à 34, ça passe facile. Donc après, vous êtes partis au Cambodge. Et voilà, donc là, ça a été très, très facile, évidemment, de Mexico. Ça a été très facile, pourquoi? Parce que pour aller du Mexique jusqu'en Asie, il y a 2 choix. C'est soit transiter par les États-Unis, soit par le Canada. Sachant que Maori est né mexicain, pour aller aux États-Unis en tant que Mexicain, il faut faire une demande de visa, assez compliqué à obtenir. Puis nous voyageons en dernière minute, évidemment, un peu trop compliqué, donc il fallait transiter par le Canada. Donc nous voilà partis par Vancouver. En soi, rien de compliqué. On a fait Mexico-Vancouver. Donc on faisait Vancouver-Taïwan, Taïwan-Phnom Penh. Ils nous ont dit ah bah écoutez, le passeport de Mélian n'a pas 6 mois de validité, donc on vous laisse pas embarquer. Mais non. Là, non mais les gars, en fait, si vous voulez, l'ambassadrice de France du Cambodge m'attend. On est sûr de rentrer sur le pays. Ils ont rien voulu savoir. Ils nous ont recalés. Donc nous voilà coincés à Vancouver en plein hiver. Oh la vache! Ouais, c'était très cool avec un nourrisson qui sortait de je vis 30 degrés, Mexique, Guatemala, ouhou. C'était super chouette. Rien du coup de vêtements chauds pour ce petit bébé, évidemment, hein, forcément, ça aurait été trop simple. Et du coup, on a dû faire un passeport en urgence. L'ambassadrice, donc c'est un consul à Vancouver, n'a pas voulu nous faire le passeport d'urgence parce que c'est pas un critère d'urgence en fait. Ah oui, Les bien sûr. passeports d'urgence se font uniquement si tu t'es fait voler ton passeport ou etc.
Et alors après, en plus, elle s'est donc renseignée auprès de son homologue cambodgien et l'homologue cambodgien lui a dit de toute façon, c'est interdit de rentrer avec un passeport parce que les passeports d'urgence sont valables 1 an. On ne peut pas rentrer au Cambodge avec un passeport d'1 an. D'accord. Je lui ai dit, écoutez, nous, on se débrouillera au Cambodge. Mhm. Tant que Eva Air nous laisse embarquer, on prend ce qu'on vous nous donnez et on verra. Donc, ça a duré 4 jours quand même. Et au bout du 5e jour, elle a dit, OK, je vous le fais. Donc, c'était épique. Et donc là, on a fait 1 mois au Cambodge, du coup, avec le mariage. Et puis après, ma sœur vivant là-bas, on voulait quand même profiter d'elle. Donc, on a fait tout le Cambodge. On a visité Siem Reap, les temples, la plage, les rizières. Et on est rentré 5 jours avant le début du confinement au mois de mars. Alors, je ne sais pas si on peut dire que vous avez une chance incroyable, parce que le contexte... Je dirais qu'on a une chance incroyable en tant que voyageur aujourd'hui, en me disant, je sais qu'il y a des familles qui devaient vous n'avez pas partir et quand tu galéré. as rêvé, voilà, tu as rêvé pendant longtemps de faire ça et qu'au moment où tu es à ça de le faire, on te dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas évident. Donc, on a eu énormément de chance. Et en fin de compte, ça a été très difficile de rentrer d'un tour du monde et se retrouver confiné parce que les enfants n'avaient qu'une envie, c'est de revoir leurs proches finalement. Après 1 an, les cousins, les cousines, et voilà. Mais d'un autre côté, ça nous a permis de continuer à rester ensemble finalement. Et ça, ça c'était aussi chouette. Ça nous a aussi permis de se rendre compte de ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas, et de repartir aussi vite qu'on a pu. Oui. Du coup. Si tu devais faire un bilan sur tout ce que vous avez vu, est-ce que tu considères qu'il y a eu des ratés, des choses que vous auriez pu éviter ou pas du tout? J'ai pas l'impression, parce que finalement, chaque aventure que vous avez vécue était tellement dingue. C'est vrai que si c'était à refaire, je crois que je changerais rien. C'est vrai que ça nous a coûté plus cher en soi. On va pas se mentir parce qu'on a vécu au dernier moment, en dernière minute, mais du coup, on a eu exactement ce qu'on voulait, le fait d'être libre, de rester où on voulait rester et ne pas aller. Après, je pense que j'enlèverai pas de choses parce que finalement, si tu les vis pas, tu sais pas. Et comme je dis, c'est aussi tout est question d'état d'esprit et peut-être que la hausse, je n'ai pas eu un coup de cœur, mais peut-être que 6 mois plus tard ou 6 mois, je l'aurais eu. Donc non, je ne changerais rien à ce qu'on a fait. Tout était top. De toute façon, l'aventure en soi, peu importe le pays, j'ai envie de dire, le fait de découvrir ça en famille, d'être ensemble, dans du temps de qualité, en fait, parce que finalement, il n'y a pas du tout les contraintes du quotidien. Il y a pas, alors il y a d'autres contraintes, évidemment, parce que voilà, les trajets, les transports, etc. Mais c'est Mais tu cours dans un pas état après le d'esprit où on temps. est quand même beaucoup plus serein. Voilà, on a le temps, on a envie de profiter du temps et on a aussi l'état d'esprit qui n'est pas du tout dans le il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller vite, il y a les devoirs, il y a les machins. On est vraiment dans le lâcher prise total comme quand on part en vacances en fait. On a vu notre bébé, on est parti avec un bébé de 18 mois du coup, se transformer, Ouais. devenir un petit garçon. On a vécu une grossesse, voilà, on l'a pas trop senti passer celle-là parce que du coup, elle a été happée par le tour du monde, et on a ce bébé en fait qui nous rappellera jamais en fait cette magnifique aventure. Et on est rentré à 5 et ça c'est Et ça, c'était pas prévu. non, c'était pas du tout prévu, non. C'est sur le papier, ça aurait pas dû se passer comme ça. Tu dis que vous avez dépassé le budget. Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que ça vous a coûté? Ça nous a coûté à peu près 60 000 €. Mais dans ces 60 000 €, il y a tous les frais que j'ai eu liés à la grossesse, parce qu'il faut savoir que rien n'a été pris en charge. Et il y a aussi le fait que dans un itinéraire classique de tour du monde, tu vas pas du Mexique jusqu'à l'Asie, c'est un truc que tu fais pas. Et donc ce trajet-là, on va dire qu'il nous a quand même coûté quasiment 8 000 €, pratiquement 10 000 €. On va dire que le Cambodge nous a coûté quasiment 10 000 Ah €. oui. Donc je pense qu'on aurait pu s'en sortir pour 50 000 €. Après, dans un budget tour du monde, moi, ce que je dis souvent quand on me demande, il faut toujours prévoir une enveloppe plus, Oui. au cas où, un, il y a un imprévu, au cas où, deux, où on a envie de faire quelque chose en se disant, voilà, je sais pas, là, on y est, on peut faire un tour en hélicoptère au-dessus de, je sais pas, machin. C'est maintenant, quoi. Voilà, on le fait parce qu'on a cette petite enveloppe, petit kiff, et aussi parce qu'après, il y a le retour aussi, quoi. Il faut prévoir, il faut aussi organiser son retour parce que derrière, nous, on avait la chance d'avoir été hébergés par mes parents, mais s'il avait fallu se reloger, racheter, etc., il nous aurait fallu quand même un petit budget devant nous, quoi.
Ça, c'était prévu avant que vous partiez, que vous fassiez le retour chez tes parents? Oui, avant de partir, on a fait 1 mois chez eux. Du coup, on avait rendu l'appartement, fin décembre et donc on avait fait le mois de janvier jusqu'à début février, on est partis et on s'était dit que rentrer et tout de suite devoir rechercher, se réinstaller et cetera, on s'était dit qu'on passerait 2-3 mois chez mes parents, voilà. Prendre le temps de rechercher quelque chose et aussi de savoir ce qu'on voulait faire. Parce que c'était pas enfin moi, je savais de base en partant que c'était pas sûr que je voulais rentrer, en fait. Une fois que tu fais cette démarche de quitter tes contraintes, que ce soit maison, travail, et cetera, c'est maintenant, quoi. Il faut pas si tu reviens dans la vie que tu avais avant, que tu te réinstalles, que tu reprends un travail, repartir, ça te redemande encore beaucoup de choses, surtout avec des enfants. Donc du coup, je savais que j'avais besoin de ce battement pour se dire: «Attends, est-ce que vraiment on se réinstalle en région parisienne ou est-ce qu'on fait autre chose?» Et donc, vous avez fait quoi? Et donc du coup, on est partis vivre au Sénégal. Bah, voilà l'Afrique, la revoilà. Voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que quand, on est rentrés, on voulait vivre en Nouvelle, Calédonie ou en Polynésie. C'est l'endroit qui nous avait vraiment marqué pendant le tour du monde, je te l'ai dit. En raisonnant, en se disant: «Voilà, on vient de passer quand même 13 mois loin de nos proches. Si on va vivre là-bas, C'est c'est tellement très loin, loin. quoi. Les gens ne peuvent pas venir. Nous, rentrer, c'est des billets d'avion qui coûtent très cher et donc c'est un budget de rentrée. Donc ça veut dire refaire une croix sur nos familles et on s'est dit: «On va chercher une expatriation un peu plus proche et plus simple». Et après, je lui ai dit: «Écoute, on n'a pas fait l'Afrique. Moi, j'ai besoin de cette Afrique dans nos voyages. Il faut que nos enfants le voient, il faut que nos enfants le vivent». Et on s'est dit: «Bah, allons vivre en Afrique». Donc on a choisi un pays d'Afrique qui est facile, on va dire. Ça parle français, donc au niveau de la langue, c'est facile pour les enfants, pour nous. On trouve quand même beaucoup de produits comme en France. C'est 5 heures d'avion, donc c'est pas très loin. Il y a 1 heure de décalage horaire, donc encore une fois, pour les gens pour venir ou nous pour rentrer, c'est pas très compliqué. Et c'est hyper dépaysant. Et c'est aussi un pays que moi, j'avais fait il y a 12 ans et que j'avais adoré parce que les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. L'accueil, on appelle ça la teranga, c'était une terre de chaleur, de sourire, voilà. J'avais envie que Seb le découvre ce pays depuis longtemps et mes enfants aussi. Et du coup, je me suis dit qu'y vivre, en fait, ça nous permettrait de encore plus le découvrir et encore plus l'apprécier, quoi. Et comment vous avez, fait de ce projet une Et réalité? ben, en fait, j'ai envoyé les CV de Seb parce que du coup, moi, je ne travaille pas, je m'occupe de mes enfants. J'ai envoyé des CV, sur les établissements français, donc à Dakar. Il est prof de sport et un jour, il me dit: «Ah, c'est bizarre, j'ai reçu un mail en me disant, ils sont intéressés par ma candidature. C'est quoi ce truc?» Tu lui as pas Je dis: «Bah dit? oui, en fait, au début, j'en avais parlé, j'avais dit parce qu'il y avait un poste qui était affiché en ligne mais c'était à Sali, en fait, donc qui est pas du tout Dakar, qui est au bord de la mer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Seb ne voulait pas vivre dans une grosse ville. Il m'a dit: «Si tu veux qu'on déménage, moi, je ne vis pas dans une grosse ville. Je veux pas quitter Paris pour vivre enfin, voilà, normal». OK. Sauf que les lycées français, malheureusement, sont dans les grosses villes, logiquement, hein, voilà. Donc ça n'était pas cohérent. Et là, il y avait un poste dans un lycée donc à Sali, qui est la station balnéaire du Sénégal. Et je lui dis: «Ah, ça peut être cool, du coup, c'est pas une grosse ville, tu es au bord de la mer, et cetera». Donc on s'était un peu projeté là-dessus, mais en fin de compte, l'établissement, c'est un tout petit établissement qui est géré par des parents et qui a pas de moyens et donc du coup, qui n'a pas du tout recruté. OK. Et donc en douce, là, j'ai postulé sur les établissements. Donc il me dit: «C'est quoi cette histoire?» Je lui dis: «Bah écoute, je sais pas, passe l'entretien, on va voir». Et donc il a eu, pendant le confinement, en fait, il a eu l'entretien sur Zoom et ça s'est très bien passé. Et donc la principale lui a dit: «Écoutez, le poste, il est à vous si vous le voulez». Génial. Ah, et il a fallu qu'il fasse un long processus de réflexion parce qu'évidemment, pour moi, c'était sûr que c'était oui, mais bon, Bah oui, voilà. hein. Moi et lui, c'est pas pareil, évidemment. Et donc long moment de réflexion et puis, on a sauté le pas. On a sauté le pas et on est partis, en août. Waouh. Et c'est un contrat à durée déterminée? Oui, c'est 2 ans renouvelables 3 fois. OK. Quel conseil tu donnerais à une famille qui hésite à faire, un tour du monde en famille, hors contexte, Covid? Parce qu'on espère que ça va pas durer éternellement, donc Il faut arrêter de trouver des excuses à tout. Mais ça vaut pour n'importe quel projet, en fait. Il y a toujours moyen de se dire: «Oh mais il y a ça, mais il y a ça», dans tout. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit, changer déménager même de ville ou vendre sa maison. Il y a toujours: «Mais si je retrouve pas, mais si ceci, mais si cela». Et c'est pareil pour le voyage. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut pas avoir le côté, pas négatif, mais le côté contrainte ou le côté problème et voir qu'est-ce que ça va nous apporter, qu'est-ce qu'on a envie. Si on a vraiment envie de le faire, si ce petit truc qui est dans la tête en disant on veut le faire, faites. Après, ça peut être que 3 mois, ça peut être 6 mois, c'est pas obligé d'être 1 an, ça peut être moins longtemps, ça peut être moins loin aussi, ça peut être en Europe. il faut suivre, ses envies, C'est ça. mais ça se prépare alors
T'es pas le meilleur exemple de la préparation du tour du monde, mais pour ceux qui hésitent, ça se prépare un minimum. Carrément. En fait, il faut faire avec ses envies, sa manière de voir les choses et sa manière d'être bien, en fait. Si pour être bien, il faut que tout soit booké, bookez tout. Si ça vous rassure de savoir où vous allez dormir, faites-le. Si, comme moi, vous voulez de la liberté, vivez avec un billet d'avion et vous verrez bien. Après, moi, ce que j'ai dit à Seb, si ça se passe mal, si ça va pas, bah, tu rentres, en fait. Oui. Bon, on a fait un bon tour de ce tour du monde. J'aime bien finir avec des questions beaucoup plus courtes pour continuer encore un peu de voyager parce qu'on aime bien ça. Qui t'a donné envie de voyager? C'est une excellente question. Je pense que c'est ma mère. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire? C'est pas oser, mais c'est l'Iran parce qu'on n'est pas mariés et donc il faut être marié pour y aller. Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait? Ben, j'en ai pas. J'ai jamais regretté un voyage. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage? C'est une excellente question. Personne. La destination que tu aimerais refaire en famille? Là, j'ai envie de repartir en Polynésie. Ah, j'étais sûre que c'était la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. Ouais, voilà. J'ai envie d'y retourner. Non, sinon, refaire, je viens de penser, j'aimerais refaire la Tanzanie avec eux. J'aimerais faire le Kilimandjaro avec mes enfants et refaire la Tanzanie. J'ai adoré la Tanzanie seule et j'aimerais le refaire avec eux. Ta prochaine destination en famille? Honnêtement, ça devait être le Cap-Vert, parce que c'est à côté, c'est 45 minutes. Mais si c'est un truc qu'on prévoit, j'aimerais bien aller à Madagascar. Mais en réalité, je pense, si on arrive à le faire, que le prochain voyage qu'on fera, c'est celui qu'on n'a pas pu faire pendant le tour du monde, c'est la Namibie. Mais le problème, c'est que de Dakar, en fait, tu peux voyager nulle part. C'est Paris, Charles de Gaulle, le plus simple. Si tu veux aller en Namibie, il faut que tu fasses Paris, donc tu passes par genre 5 escales. Donc de là où on est, en fait, on n'a pas beaucoup d'opportunités de voyage. On a plein de choses qu'on aimerait faire, mais on ne sait pas, on verra. C'est compliqué en plus actuellement de se projeter. Mais dans le top 3, je dirais Namibie, c'est bien évidemment, et Madagascar. Est-ce que tu m'as fait la transition en fait. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid? Ce qui est dur avec le Covid, c'est de se projeter en fait. On peut pas se projeter, mais nous, on a toujours voyagé en dernière minute. Donc, disons que ça va être moins facile de prévoir à l'avance dans le sens de dire on partira peut-être là à telle période, mais on voyagera toujours en dernière minute puisque c'est le plus simple, surtout avec le Covid actuellement. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Waouh. Alors, je suis à Dakar. Vous me trouverez. J'ai un compte Instagram, donc c'est Luna Estrella avec 3 A parce que c'était déjà pris sinon. Donc, c'est très simple à trouver. Hein, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Voilà, c'est le seul réseau social que j'utilise, que j'adore. Et qui nous fait rêver au quotidien avec ces magnifiques photos et tous ces endroits que pour la plupart on n'a pas encore vus. Donc surtout continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau carnet de voyage, plus long que les autres, mais il y avait tellement de choses à raconter que. Mais je suis tellement bavarde. Mais c'est passionnant. Et puis un tour du monde avec un bébé, enfin voilà quoi. Il y a un moment où il faut lui laisser de la place, donc c'est normal. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça. Merci à toi Stéphanie de m'avoir écoutée et invitée. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la 5e étoile, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com/podcast. Vous avez des questions, un récit de voyage à raconter, un invité à proposer? Dites-le moi de la même façon sur le blog familleetvoyage.com/podcast. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.